familles de soldats russes pleurent leur mort. Le Kremlin a revu à la hausse le bilan du nombre des militaires tués dans un bombardement la nuit du Nouvel An dans l'est de l'Ukraine. Malheureusement, après avoir passé au crible les décombres, le nombre de nos camarades décédés est passé à 89 morts. Comme un aveu de vulnérabilité, les frappes ukrainiennes ont eu lieu dans le Donbass, sur la ville de Makivka, occupée par les séparatistes pro-Kremlin. Près de 400 militaires russes y stationnaient, près d'un entrepôt de munitions, aujourd'hui réduit en poussière. Kiev aurait intercepté des appels téléphoniques pour la bonne année et localisé l'ennemi. Quelques minutes après minuit, des missiles ukrainiens ont provoqué une importante explosion. Sur les réseaux sociaux, d'influents blogueurs russes pro-guerre ont réagi avec colère. Le nombre de victimes s'élève à plusieurs centaines. Quelle naïveté criminelle de loger des militaires près d'un dépôt de munitions. Peu avant l'attaque, dans la nuit de la Saint-Sylvestre, Vladimir Poutine portait un toast entouré de soldats. Il décorait le commandant en chef des forces russes en Ukraine. Mais entre perte humaine et humiliation, comment Vladimir Poutine va-t-il réagir? La France, par la voix de son ministre des Armées, s'attend à un durcissement du conflit. Il est clair que nous allons rentrer dans un moment de massification lors duquel les Russes vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Cette guerre va connaître inévitablement un tournant au premier trimestre. Alors que l'hiver a gelé les positions militaires sur le terrain, à quel tournant faut-il s'attendre dans les prochaines semaines? Russes et Ukrainiens vont-ils intensifier leurs attaques? Se dirige-t-on vers une guerre totale en 2023 en Ukraine? Trois invités pour en parler ce soir. Julien Théron, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. politiste, enseignant en conflit et sécurité internationale à Sciences Po. Votre dernier essai, Poutine, la stratégie du désordre jusqu'à la guerre, coécrit avec Isabelle Mandreau, a été publié chez Taillandier. Selon vous, le conflit entre l'Ukraine et la Russie est déjà un conflit de grande ampleur. La question est de savoir lequel des deux va s'user le plus rapidement. À côté de vous, Général Dominique Trinquant, bonsoir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et selon vous, les Ukrainiens sont engagés dans une course contre la montre. Ils doivent montrer le plus rapidement possible une contre-attaque, monter une contre-attaque pour empêcher les Russes de se réorganiser. Et Isabelle Lasserre, bonsoir madame, vous êtes journaliste, responsable des questions de diplomatie au Figaro. Votre dernier essai, Macron le disrupteur, est paru aux éditions de l'Observatoire. Vous considérez que malgré les revers, le pouvoir russe continue de sous-estimer l'Ukraine et sa capacité de résistance et les objectifs de guerre de Moscou n'ont pas changé. On les rappellera au cours de notre débat. Et on démarre avec l'homme du jour. Sergueï Sourovikine, c'est le plus haut gradé de l'armée russe dans cette guerre. Il a d'ailleurs donc été décoré, on l'a vu, par Vladimir Poutine, le commandant en chef de ce que la Russie continue d'appeler l'opération militaire spéciale en Ukraine. Cet homme de 56 ans a été nommé à ce poste début octobre, c'est tout récent. Il était censé remettre de l'ordre dans l'offensive sur le terrain. Mais après l'attaque donc de Makivka, il est à son tour critiqué, comme tous les hauts gradés russes. Général Trinquant, du coup, la question qui se pose, c'est ce qui explique les échecs russes. Est-ce que c'est d'abord la hiérarchie de l'armée ? Non, alors je voudrais d'abord recadrer les choses. Le général Sourovikine commande l'opération. Sur le plan opérationnel, il a réorganisé les choses. C'est lui qui a obtenu l'autorisation du président Poutine de se retirer de Kherson et de réorganiser, de concentrer ses efforts. Donc il est en train de réorganiser la force russe. C'est pour ça que je disais que les Ukrainiens doivent rapidement réagir s'ils ne veulent pas avoir le contre-coup de la réorganisation. Maintenant, ce que vous avez vu, ce qui s'est passé avec la mort de ces jeunes mobilisés, enfin jeunes, je ne sais pas s'ils étaient jeunes d'ailleurs, c'est en fait une erreur plus tactique. C'est-à-dire que c'est au niveau tactique que le commandant de bataillon, et je le dis souvent, ça choque peut-être, mais moi je souhaite que le commandant de bataillon soit sous les décombres. Parce que c'est une faute majeure. Il a commis 3 fautes majeures. Le commandant de bataillon russe Oui, les 3 fautes majeures, c'est de concentrer tous ces soldats dans un baraquement, c'est de laisser les téléphones portables pouvoir être utilisés, et c'est d'avoir des munitions qui sont proches des soldats. Et ces 3 fautes, elles sont tactiques. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est que si cette responsabilité dépend du commandant de bataillon ou si ça lui a été imposé par le haut. C'est pour ça qu'on parle de Sourovikine, exactement, voilà. et des éventuelles responsabilités. Alors, est-ce que, je pense que ça remonte pas jusqu'à Sourovikine. En même temps, souvent, c'est le plus haut gradé qui est responsable in fine. Oui, vous avez raison, le chef a toujours tort. Un peu ça. Julien Théron, on se pose aussi la question de savoir, puisque là, les Russes ont dit c'est la faute des soldats qui ont laissé actionner aussi leur téléphone portable. C'est une manière de cacher leur fragilité ?
C'est exactement ce que je me suis dit lorsqu'on a appris qu'il y aurait une enquête ouverte qui viserait à voir si ce n'est pas les téléphones qui auraient déclenché, ce qui n'est pas impossible. Mais ça n'enlève absolument rien aux erreurs qui ont été commises avant, voire même, de manière générale, vous demandiez à quel niveau exactement de responsabilité, en fait, est due cette action. En réalité, c'est à tous les niveaux. Je veux dire, ces jeunes-là seraient encore en vie si le niveau politique n'avait pas décidé d'envahir le voisin, tout simplement. Le niveau, disons, doctrinal même de l'état-major qui considère que c'est normal d'envoyer des vagues et des vagues et des vagues de soldats sur différentes et des jeunes. Là, en l'occurrence, on se posait la question, c'était plutôt des jeunes soldats. Alors, on ne sait pas, parce qu'en fait, la conscription, si vous voulez, il y a ce que l'état-major dit officiellement, un succès majeur, 300 000 piles ont été sélectionnés, ils ont augmenté, donc tout se passe bien, alors qu'on sait en réalité que les unités elles-mêmes d'avant n'étaient même pas complètes et qu'en réalité, il y a une disparité démographique. Les jeunes slaves de l'Ouest sont moins impliqués sous les drapeaux que les minorités de l'Est, de la Russie. Donc tout ça pour dire que pour connaître vraiment l'identité des personnes qui ont été sous cette frappe, c'est très difficile. Ce qui est certain, Isabelle Lasserre, c'est que les Russes ont reconnu ces victimes, ces morts, le bilan de 89 morts, il est peut-être plus que ça, mais déjà c'est assez inédit. Mais en quoi cela ne va-t-il pas fragiliser Vladimir Poutine? Parce que le reconnaître, c'est aussi, in fine, montrer l'effet qu'a cette guerre sur le terrain. Oui, alors là, il faut être très prudent. Il est possible, voire probable, que des têtes vont tomber dans la hiérarchie militaire. Mais ce qu'il faut bien... C'est une manière de se défausser alors, du coup, pour Vladimir Poutine, que de reconnaître ce bilan? Oui, non. En fait, il n'a pas le choix. C'est comme quand le Kursk, en 2000, ce sous-marin nucléaire qui avait sombré au milieu de la mer. C'était vraiment l'opacité la plus absolue. Et Vladimir Poutine avait été obligé de reconnaître le naufrage, en fait, au bout de je crois, un jour ou deux. Et après, il avait refusé l'aide occidentale. Donc, en fait, c'est tellement énorme. Et ça se voit d'autant plus que la plupart des morts venaient de la même région. Donc c'est vraiment... il peut absolument plus le cacher. Maintenant, il faut quand même aussi rappeler qu'il y a beaucoup de critiques. Donc en théorie, notamment des blogueurs. Il y a vraiment un déchaînement de critiques vis-à-vis de... Blogueurs russes. Blogueurs russes, bien entendu. Contre le pouvoir. Contre le pouvoir, depuis hier, depuis 2 jours, c'est vraiment beaucoup plus que d'habitude. Mais pas sur le fait de faire la guerre, de mal la faire. C'est là que c'est c'est là que c'est très intéressant, c'est que les critiques sur les blogs ne visent aucunement Vladimir Poutine. Elles ne remettent pas en cause la guerre russe en Ukraine, et en fait, elles critiquent la désorganisation. Le manque d'efficacité de l'armée russe, voire, pour certaines critiques, considèrent que l'état-major russe est trop mou, en fait. Ça ne va pas assez loin. Ils ne sont pas assez bellicistes. Aller beaucoup loin. Donc pour l'instant, il y a encore un espèce de barrage devant Vladimir Poutine. Il faut dire que sur le terrain, Gérald Trinquant, rien ne bouge en ce moment. Ce qui se passe, c'est que tout est figé. C'est ça la réalité? Les seuls combats dont on parle, c'est dans le Donbass, et essentiellement autour de Bakhmout, dont vous savez que c'est la guerre privée de M. Priogine, qui, il y a quelques jours, s'est exprimé en expliquant que s'il ne gagnait pas, c'était parce que l'armée russe ne l'aidait pas, en clair, en gros. Mais effectivement, rien ne bouge vraiment. Il faut reconnaître aussi qu'après le retrait de Kherson, je parlais de l'offensive possible, souhaitable de l'Ukraine. La météo n'est pas favorable en ce moment. Alors, elle est favorable pour nous parce qu'on n'a pas trop froid, mais elle n'est pas favorable sur le terrain parce qu'en fait, il ne gèle pas. Et donc, le terrain est très meuble et difficile pour les blindés. Juste un mot sur les responsabilités dans l'affaire. C'est des responsabilités inhérentes à l'armée russe, c'est-à-dire qu'elle est mal encadrée. Elle n'a pas de sous-officiers, très peu de sous-officiers subalternes, et donc vous avez des officiers qui ont un contact difficile avec la troupe, et donc, si vous voulez transmettre des ordres dans ce cadre-là, c'est extrêmement difficile, et faire respecter la discipline est extrêmement difficile. Et ça, c'est un vieux système russe, soviétique,
russe qui perdure. D'accord. Alors vous avez évoqué la bataille de Bakhmout, qui est une sorte d'exception par rapport à cet enlisement ou cette situation un peu figée de part et d'autre. On en parle avec vous, Nadia. Oui, effectivement, là, c'est pas figé du tout. On la surnomme le Verdun de l'Ukraine. C'est une petite ville de 70 000 habitants qui se situe dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Donc, s'y livre depuis 6 mois une bataille d'une brutalité inouïe qui a elle aussi hérité d'un surnom, Meat Grinder, soit le hachoir. En français, c'est éloquent. Elle a été détruite à 80%. Elle est partiellement vidée de sa population. Ceux qui restent sont terrés dans des caves, sans eau, sans électricité. L'armée russe est épaulée par les réservistes mobilisés en septembre et surtout, vous en parliez, par les mercenaires du groupe Wagner. Certains ont d'ailleurs été sortis de prison pour aller au combat. Il y a plusieurs témoignages, plusieurs images également qui ont été recueillies. On voit des hommes envoyés en première ligne pour que soient localisées les positions ukrainiennes, pour également entamer les munitions côté ukrainien, de la chair à canon. Et on a parlé aussi de soldats à usage unique. Je ne connaissais pas l'expression. Ce qui est assez déroutant, c'est que Bakhmout aurait peu d'importance stratégique, si on comprend bien. Et d'ailleurs, vous le disiez, le patron de Wagner a publié cette vidéo dans laquelle il dit que c'est difficile, mais que c'est effectivement du côté russe. Il accable le côté russe. Julien Thérault, qu'est-ce qui se joue exactement à Bakhmout? Pourquoi cette obsession côté russe pour cette ville? Il se joue beaucoup de choses en réalité. Vous l'indiquez, hein, je ne vais pas revenir là-dessus sur la dualité entre l'armée et le groupe Wagner. Mais il se joue aussi beaucoup de choses parce qu'effectivement, c'est là où c'était censé bouger. Ouais. En réalité, il y a quand même beaucoup de bombardements sur toute la ligne de front du Donbass. Et vers Kherson, je vous le dis comme ça, mais la ligne ne bouge pas. Mais enfin, il y a une tentative de contre-offensive, d'offensive russe. Pas précisément parce que les Ukrainiens, dit-on, seraient en train de préparer quelque chose avec des choses qui, sont derrière les lignes ennemies. Depuis longtemps, vers Melitopol et Kherson, il y a déjà ce qui est de la résistance et des opérations spéciales. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on ne voit pas les lignes de front bouger, parfois ça bouge quand même un peu. Pour Bakhmout, il y a quelque chose de l'ordre du psychologique, du symbole? Bakhmout, c'est une ville qui est effectivement à la fois un centre névralgique parce qu'il se trouve dans un nœud de communication routier notamment, entre plusieurs villes plus importantes, et parce que c'est aussi devenu un symbole militaire au fil des semaines où on essaye de reprendre même une bourgade. À la fin, si vous voulez, le but, même s'il ne reste qu'un seul homme, c'est de planter le drapeau dans cette bourgade-là pour dire on a gagné. Et ça, le régime de Vladimir Poutine, qui est extrêmement, autopropulsé par l'idée permanente de la force, si vous voulez, là, et on le voit bien notamment avec ce bombardement, ça pose problème, parce que la force, on ne la voit pas. Et en l'occurrence, ces vagues d'assaut, il y a beaucoup de pertes des deux côtés, du côté ukrainien également. On parle de 100 morts par jour. Absolument, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est très intéressant de voir que même la compagnie Wagner n'y arrive pas, et donc elle rend responsable l'armée. En réalité, la compagnie Wagner a exactement le même problème que l'armée russe, c'est-à-dire qu'ils ont grandi en taille. Au début, c'était une troupe où il n'y avait que des forces spéciales, des unités du renseignement militaire, ce genre de choses, officiellement qui étaient sorties du rang pour rentrer dans cette compagnie de milices interdite en Russie, soit dit en passant, officiellement. Mais en réalité, à force de prendre du monde, vous diluez complètement la notion d'élite et vous prenez de la masse de la troupe et on retrouve donc cette chair à canon qu'on voit déjà dans l'armée. Donc c'est pas étonnant, même stratégie, même tactique, même échec. Il y a Bakhmout, mais qu'est-ce que sont en train de faire les Ukrainiens et les Russes en ce moment? De reconstituer un peu leurs forces? C'est ça qui est en train de se passer. On parle aussi d'une mobilisation à venir du côté russe. Et est-ce qu'il reste des réservistes du côté ukrainien également? Oui, il en reste, mais il y a certains soldats ukrainiens qui sont quand même un petit peu épuisés parce qu'ils n'ont pas été relevés depuis très très longtemps. Donc si la guerre dure encore 6 mois, les Ukrainiens auront sans doute un problème de force humaine à renouveler. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Les deux parties se préparent à la suite. C'est-à-dire à la suite, c'est quand l'hiver, quand le gel sera arrivé et qu'on pourra à nouveau faire marcher les tanks et reprendre les offensives. Les Ukrainiens soupçonnent les Russes de vouloir lancer leur contre-offensive, y compris en essayant à nouveau de reprendre Kiev. C'est de ça dont ont peur les Ukrainiens. Voilà. Quant aux Ukrainiens, ils savent qu'en fait, ils ont besoin d'aller très très vite. Ils ont besoin d'aller très très vite justement pour cette raison-là. Ils ne savent pas combien de temps tiendra leur population et combien de temps ils pourront en fait renourrir cette armée qui pour l'instant ne faiblit absolument pas et a une volonté absolument extraordinaire. Mais aussi, leur victoire dépend en partie des armes américaines et donc du soutien de l'Occident. Et ils sont bien conscients
pour l'instant, l'Europe et les États-Unis tiennent, mais il y a quand même des grincements de dents aux États-Unis. Et si dans 4 mois, Joe Biden décide la fin de la partie en arrêtant les livraisons d'armes, ce qui paraît quand même assez probable, toujours est-il que les Ukrainiens veulent aller vite. Et leur ambition, ce serait en fait de lancer une contre-offensive à la fin du printemps ou au début du printemps, mais de terminer la guerre avant le début de l'été, y compris Crimée, y compris. Ça pourrait être ça. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, il s'attend, écoutez-le, à une offensive russe massive. Nous ne doutons pas que les maîtres actuels de la Russie lanceront tout ce qui leur reste et tous ceux qu'ils peuvent rassembler pour tenter de retourner la situation avec la guerre et au moins retarder leur défaite. Nous nous y préparons. La Russie mobilise ceux qu'elle veut envoyer à la mort. Nous mobilisons le monde civilisé. Général Trinquant, éclairez-nous. Est-ce que ça peut être aussi une forme de communication de guerre de la part de Volodymyr Zelensky, une manière de dire nous sommes prêts, venez à nous, on va relever le gant et on va venir à bout de vos forces, vous ne faites pas peur? Non, mais je pense que dans toutes ces déclarations, il faut faire très attention au tempo. Monsieur Lecornu parlait aussi de la massification. Oui. Il parlait du premier trimestre. Moi, je pense qu'il faut parler du premier semestre et non pas du premier trimestre. Et que les Russes, eux, il leur faut du temps pour mobiliser tout ça, réorganiser tout ça. Et l'automne, on le met un peu entre parenthèses. Parce que, le printemps, on le met un peu entre parenthèses, parce que la Rasputitsa gêne beaucoup les mouvements blindés. C'est la boue, c'est le printemps, en fait, au moment du dégel. Et donc, comme il faut du temps aux Russes, moi, je vise plutôt l'été, pour la capacité offensive des Russes. Pour l'instant, ils sont en défensive. La capacité offensive, c'est pour l'été. Alors que les Ukrainiens, ils ont intérêt à le faire le plus vite possible, parce qu'ils ont intérêt à désorganiser justement cette tentative de réorganisation russe. Qu'est-ce que c'est la massification évoquée par le ministre? Et ça veut dire de mettre de plus en plus de force et à un moment d'avoir 2 fois, 3 fois plus de force que celui qui est en face. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup présenté par le renseignement français, parce que c'est une tradition de la Russie. Il faut se rappeler que historiquement, 1812, 1842, la Russie a toujours commencé par des défaites. Puis elle a massifié et elle a réussi à reprendre et à aller vers la victoire. C'est un peu le même phénomène, si vous voulez, à toute proportion gardée, parce qu'évidemment, l'armement n'a rien à voir. Mais la massification, c'est aussi en termes d'hommes. Julien Théron, c'est aussi en termes d'hommes. Parce que le ministre de la Défense russe, Shoigu, réclame 30% d'hommes supplémentaires. Ça veut dire au total, 1,5 million, on parle d'1,5 million Russes mobilisables dans les semaines à venir. C'est aussi là-dessus que ça va se jouer. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. On a complètement surestimé la puissance de l'armée russe. Personne, il y a un an, pile, était capable de dire qu'on en serait là aujourd'hui et que l'Ukraine tiendrait, y compris avec des armes occidentales, pendant un an. Vous appelez ça la défense totale, vous, c'est ça? Oui, absolument, vous avez raison. Parce qu'ils prennent modèle sur l'intégralité de la population qui se défend. Mais aussi parce qu'on avait sous-estimé les Ukrainiens et on a surestimé les Russes. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, les Russes, par exemple, on disait l'armée est à peu près à 1 million d'hommes, 900 000 hommes, plus les réservistes. Alors, les réservistes, ce ne sont pas des réservistes opérationnels comme chez nous qui sont capables de faire la guerre. C'est des réservistes de papier, il y en avait très peu, quelques milliers, qui étaient capables de retourner sur le front. Donc les réservistes, on oublie. De 900 000 hommes, ce sont des personnels qui travaillent pour l'armée de près ou de loin. Ça ne sont pas des soldats qui sont capables de faire la guerre. La réalité, c'est qu'on a vu un professeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle le professeur Julian Lindley French, a expliqué qu'on avait complètement surestimé et a essayé de retracer justement plus que le nombre d'hommes, qui ne veut pas dire grand-chose. C'est comme les budgets de la défense, on regarde juste les sommes allouées, même pas les industries de la défense. Donc on a essayé, nous, si vous voulez, d'aller plus dans le détail de tout ça. Et la réalité, c'est que la Russie n'a pas beaucoup plus de 200 000 hommes prêts au combat, puisqu'elle a été obligée de faire donc une conscription spéciale et de mobiliser des conscrits, ce qui, d'ailleurs, je vous le rappelle, Vladimir Poutine a dit qu'il ne ferait pas au début de la guerre, enfin de cette phase de la guerre. Mais c'est juste pour vous dire que les chiffres, il faut y faire extrêmement attention, parce que ces chiffres-là, c'est le ministère de la Défense qui les donne en disant nous sommes 900 000, nous allons être 1,1 million parce qu'on va recruter 200 000 personnes. Et la réalité est bien loin de ça. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de massification possible, y compris par les conscrits, parce qu'effectivement, c'est une stratégie
stratégie. On se souvient aussi du retour soviétique, avec des Ukrainiens à l'intérieur d'ailleurs, n'oublions pas, contre les Allemands. Donc je veux dire, il y a eu toujours ce phénomène de masse, avec d'ailleurs une perte absolument effroyable en soldats. L'Union soviétique a été le pays qui a eu le plus perdu pendant la Seconde Guerre mondiale en termes militaires et en termes civils. Mais c'est juste pour dire que cette massification-là, les Ukrainiens le savent, puisqu'ils étaient dans l'Union soviétique, ils sont battus avec eux. Et donc, toute l'idée, c'est exactement de faire ce qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire de taper les unités avant qu'ils arrivent sur le front, y compris des gros groupes d'unités qui sont mal préparés parce qu'ils jouent sur les points faibles de l'armée russe. Alors, il reste à évoquer l'argent, le nerf de la guerre, non? Alors, je vous propose de regarder une archive. C'était le 26 février dernier, 2 jours après l'agression de l'Ukraine par la Russie. L'Union européenne décidait d'infliger de lourdes sanctions à Moscou pour l'empêcher de financer sa guerre. Et c'est Ursula von der Leyen que l'on voit. Regardez. Nous travaillerons pour interdire aux oligarques russes d'utiliser leurs actifs financiers sur nos marchés. Toutes ces mesures affaibliront de manière significative la capacité de Poutine de financer sa guerre. Elles dégraderont petit à petit son économie. Isabelle Lasserre, où on est justement le potentiel russe? Est-ce qu'il a vraiment été affaibli? C'est vrai qu'en parallèle, on voit que les Occidentaux continuent à livrer des armes aux Ukrainiens, puisqu'on a appris cet après-midi que la France va livrer des chars de combat légers à l'Ukraine. C'est ce qui a été annoncé. Mais en face, Moscou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vraiment la capacité a été affaiblie? Elle a été affaiblie, par exemple, dans les industries de l'armement, où c'est vrai que les Russes manquent beaucoup de composants, et donc ils sont vraiment ralentis pour reconstituer un armement moderne. C'est vrai que les sanctions marchent, mais elles marchent beaucoup moins vite que ce qu'on pensait, et surtout, de plus en plus, c'est la Chine qui compense. C'est pour ça, est-ce qu'on n'est pas en train de les sous-estimer, pour le coup, les Russes? Au niveau économique, probablement. L'achat de drones iraniens, massivement. Il y a 2 choses. D'abord, la Russie a mis en place des stratégies de contournement. Elle achète ses armes à l'Iran et l'économie, c'est la Chine. Et par exemple, aujourd'hui, les Chinois ont remplacé la plupart des entreprises. Ils se sont installés à la place des Français dans les grandes entreprises. Par exemple, Renault, ils ont pris la place des Français. Donc l'économie continue quand même à tourner. Par ailleurs, il ne faut jamais en Russie sous-estimer la résilience de la population, qui n'est pas du tout la même que la nôtre. C'est-à-dire que c'est un peuple quand même qui est habitué à en baver. Ils font des provisions l'été pour l'hiver. Ils sont habitués, ils sont durs au mal en fait. Donc ils sont quand même beaucoup plus résistants que la majorité de la population européenne. Merci pour ce débat passionnant. Vous avez apporté toutes les nuances nécessaires pour qu'on comprenne mieux les enjeux et la situation autour de la Russie et de l'Ukraine et de cette question, est-ce qu'on va vers une guerre totale ?